Petite vidéo rapide aujourd'hui sur Airbus qui a profité d'une déconvenue sur Boeing et qui en a profité pour gagner 3-4%. Alors on l'a vu dans la vidéo juste avant, Boeing Company, le groupe Boeing s'effondre en bourse après de nouvelles déconvenues avec le 737 MAX. Il y a eu une affaire comme quoi 171 737 MAX était, sur 200 était potentiellement impliqué avec un problème au niveau d'un plug qui pourrait avoir des problèmes pour le vol. Donc ils vont être cloués au sol et inspectés, ce qui pourrait représenter environ une perte de 20 millions de dollars, ce qui n'est pas énormissime pour le groupe, mais comme c'est une nouvelle déconvenue qui avait déjà eu des problèmes, forcément la confiance des investisseurs descend. Et comme la compagnie, on a vu les ratios, n'est déjà pas très solide sur ses appuis, forcément, derrière, la moindre mauvaise nouvelle peut être fatale et on perd pas mal d'argent et pas mal de pourcentage en bourse. De l'autre côté, on a forcément Airbus qui en profite puisqu'on se dit que c'est un concurrent de moins et comme c'est le concurrent direct de Airbus, Boeing, si Boeing commence à avoir des problèmes, il y a deux manières de le voir, c'est ou en général c'est le secteur et donc tous les petits copains finalement descendent eux aussi, ou alors si c'est un seul concurrent qui s'effondre parce que lui-même a des problèmes personnels dans sa compagnie, en général les concurrents montent et le concurrent direct de Boeing étant Airbus, Airbus a pris quelques pourcents. Même si Airbus n'a rien fait, mais en bourse, c'est comme ça. Si on regarde maintenant les différents ratios de Airbus, on a un chiffre d'affaires en constante augmentation et forcément on avait eu aussi en 2020 un décroché comme on avait eu sur Boeing, mais par contre sur Boeing dès 2019 on avait déjà eu une chute du chiffre d'affaires, alors qu'ici on le sait c'est parce que tout le monde était confiné et forcément les compagnies aériennes ont beaucoup plus subi le choc que beaucoup d'autres business. Quand on est tous chez nous et qu'on n'a pas le droit de voyager, forcément le chiffre d'affaires descend. Mais déjà un bon point pour Airbus qui n'était pas déjà en perte de chiffre d'affaires au niveau de 2019. Au niveau des revenus nets, c'est la même chose. On avait au niveau de 2019, alors on a eu une perte sèche en 2019 comme Boeing et 2020 logique, mais on a su un peu plus se rattraper au niveau de 2021. Au niveau des marges nettes, on est un peu mieux que sur Boeing puisqu'on avait eu de mauvaises années sur Boeing, vraiment très mauvaises années, alors que là on a réussi à se maintenir aux alentours des 3-4%. On a eu les deux mauvaises années et on est remonté à 8 et 7% les années précédentes. Au niveau du rachat d'actions, on est un peu moins bien que sur Boeing. Boeing, on avait une longue descente, on avait eu une redilution après 2020, ce qui est logique puisque vu le coup dur qu'ils avaient eu, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu une dilution pour avoir un peu de capitaux. Mais là, globalement, on a eu un fort rachat, très bien, mais globalement, depuis 2017, on dilue l'actionnaire, même si c'est très peu, à voir quelle politique ça suit. Si ça se trouve, c'est volontaire et parfaitement maîtrisé. Pour ça, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call et voir pourquoi cette dilution. Mais une dilution n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce n'est jamais une excellente nouvelle puisque ça veut dire que la société a besoin de liquidité, mais ça peut être parfaitement géré et parfaitement maîtrisé. Et si derrière la société arrive à faire beaucoup de chiffres, pourquoi pas? C'est comme s'endetter. Il n'y a pas forcément que de la mauvaise dette, même si s'endetter n'est jamais une excellente nouvelle, mais s'endetter pour avoir un nouveau business qui gagne plus d'argent que la valeur de l'endettement, c'est au global une bonne nouvelle. Si on regarde le screener 2, on a un ROCE qui est pas mal du tout et qui est même mieux que celui de Boeing. On a du 11%, 40% pour les meilleures années, mais ça peut être un loupé. On voit qu'on plafonne quand même à 25%, ce qui est pas mal du tout. Un ROCE entre 11 et 25%, c'est logique. On a un fort avantage concurrentiel quand on a une compagnie aérienne, puisque forcément ce n'est pas donné à tout le monde de construire des avions et d'avoir une flotte complète et de la gérer. En contrepartie, ce secteur, souvent, ce qui est problématique, c'est le CAPEX, puisque avoir une flotte, maintenir une flotte et construire des nouveaux avions, c'est quelque chose qui est très lourd en investissement et forcément, il faut assurer derrière au niveau du chiffre d'affaires et surtout des revenus pour pouvoir relancer l'année d'après, entretenir toute la flotte, voire sortir de nouveaux modèles. Si on regarde au niveau du free cash flow, le free cash flow, on est pas mal du tout, même si on est relativement stagnant. Ça veut dire que depuis 2007-2008, on a à peu près le même free cash flow aujourd'hui. Ce qui veut dire que en 2007, l'agence gagnait environ 3 milliards et aujourd'hui, entre 2,8 milliards et 3,9 milliards, ce qui est un peu mieux, mais on voit bien globalement que ça stagne. Au niveau du price to free cash flow, alors on a l'échelle qui est mauvaise. Si on regarde ici, alors un price free cash flow de 50, c'est complètement démesuré sur une compagnie comme ça. Forcément, 50 ans pour avoir une rente et pour avoir récupéré son investissement alors qu'on n'est pas sur une compagnie de croissance, c'est un peu beaucoup à mon goût. Maintenant, chacun verra midi à sa porte, mais globalement pour moi, 50 années sans perspective de croissance, ça fait beaucoup. On voit bien que ça a par contre toujours été de l'ordre de ces ratios-là. On était aux alentours de 23 en médiane, ce qui est un peu haut, 23-25, ce qui est un peu haut à mon goût également, mais on voit bien que c'est quelque chose de relativement courant. Si on passe au screener 3, on regarde le PER, pareil, on va avoir une échelle démentielle.
Au niveau du PER, c'est un peu plus bas. On a un PER qui, ici dans les meilleures années, se fait entre 13 et 29, ce qui est mieux. Mais attention, entre les earnings et le price to free cash flow, il y a une grosse différence et souvent c'est l'amortissement et les réinvestissements. Et forcément, une compagnie aérienne a beaucoup de réinvestissements à faire, alors même si elle a aussi beaucoup d'amortissements, puisque derrière elle peut amortir ses avions, mais de l'autre côté, on a quand même une grosse différence entre les earnings et les free cash flow, et les compagnies aériennes sont un exemple parfait. C'est pour ça qu'on a des price to free cash flow qui sont énormissimes, qui se baladent très haut, alors que les earnings, souvent, on peut avoir un PER 14 jusqu'à globalement du 20-25, donc ce n'est pas étonnant d'avoir entre du 14 et du 25, même si 25 à mon goût c'est un peu haut, mais avoir un PER de 14, ça reste dans les sociétés qui sont avec des lourds investissements industriels, ça reste quelque chose qui se voit relativement souvent. Au niveau de la dette, on voit qu'on a une dette qui monte légèrement, mais qui est globalement maîtrisée, ce qui n'est pas du tout le cas sur Boeing. On a eu beaucoup plus d'envolées d'endettement, même si des fois on a des forts pics, on voit qu'on arrive à revoir l'année d'après beaucoup mieux. Donc une bonne gestion comme ça. Alors évidemment, il faut aller creuser plus en profondeur et aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call pour voir si la dette est bien gérée ou si un coup on était en pleine trésorerie et puis finalement on a mal géré une année et puis qu'on a refait de la trésorerie et qu'on voit qu'au fur et à mesure les investisseurs, enfin l'équipe dirigeante voit au fil de l'eau et qu'elle n'arrive pas à gérer, ou si c'est une très bonne gestion au contraire et qu'elle sait parfaitement piloter sa dette, à voir, mais globalement là, pas d'alarme, pas de mauvais voyant, c'est plutôt pas mal. Au niveau des capitaux propres, alors on a une longue descente et une longue remontée, c'est pas forcément génial, parce que j'aimerais bien avoir des capitaux propres qui sont en augmentation, globalement, puisque même si on s'endette au moins pour racheter des concurrents, racheter une nouvelle flotte, avoir des nouveaux entrepôts, bref, avoir quelque chose qui croît avec le temps, là on est plutôt flat, mais c'est quand même un peu mieux que Boeing, puisque Boeing, on était carrément dans une descente, on avait des capitaux propres en diminution. Et au niveau de la capitalisation, forcément, on est relativement cyclique, comme, alors là, on n'a pas beaucoup d'historique non plus, mais globalement, en 2019, on a eu une descente en 2019-2020, et on remonte ici. On voit bien que même si on n'a pas beaucoup d'historique, ça va directement, c'est directement lié à l'économie et à la mobilité des gens, sans surprise. Au niveau des perspectives, on a ici au niveau des bénéfices futurs, on a 2023, donc c'est passé, on a 2024, estimation 6,80 et 8,50. Ça veut dire que 6,80 et 8,50, si on se met ici, quand on regarde là, 143 pour gagner potentiellement du 6,80. Si on fait 6,8 divisé par 143, on a un rendement de 4,7%. Et sinon, on avait dit du 8,50, il me semble, c'est bien ça, 8,57. Si on fait 8,57 divisé par 143, on a un rendement de presque 6, qui est beaucoup mieux que sur Boeing, puisque sur Boeing, on avait du 3 et quelques, du 3,8, il me semble. Donc, globalement, on a l'air d'avoir des ratios un peu plus solides et un rendement relativement supérieur. Si maintenant on regarde au niveau des déclarations, du cash flow et du CAPEX, on est ici, alors on va se mettre en annuel, on est à 2,46 milliards sur 6,39. On est relativement équivalent à Boeing, puisque avec Boeing, il me semble qu'on était aux alentours de 1,3 milliard, 1,4 milliard, et on avait ici du 3 et quelques. Donc globalement, on est sur un facteur de 2, mais globalement, on a les mêmes ratios. Il y a un fort investissement à faire, ce qui veut dire qu'il faut assurer sur le chiffre d'affaires, enfin surtout sur l'argent gagné avec l'exploitation, avec l'activité, parce que vu ce qu'on doit réinjecter derrière pour que le business tourne l'année d'après et avoir des nouveaux équipements, eh bien, on doit au moins gagner 2,46 milliards, sinon derrière on décroît. Il se peut d'ailleurs que ce soit pour ça qu'il y a des années où on injectait 3 milliards, puis 2,5, puis 2,20 et 1,76, parce que si le chiffre d'affaires descend, on ne peut pas réinjecter autant jusqu'au moment donné où on redonne un coup de fouet et qu'on repart pour de la croissance et qu'on réinjecte plus. Mais globalement, les industries à fort capex sont directement en prise avec ce qu'elles gagnent l'année d'avant, puisque si vous gagnez peu, donc vous pouvez réinjecter peu, donc si vous réinjectez peu, vous avez quand même moins de probabilité de gagner face aux concurrents, puisque si eux ont des moyens illimités et que vous êtes contraint avec vos réinjections, forcément ils ont plus de probabilité de gagner, de découvrir de nouveaux marchés, de racheter des concurrents, de faire des campagnes de pub, bref, peu importe. Dans tous les cas, un fort capex est plus contraignant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands gagnants dans ces secteurs-là, ça veut juste dire qu'il faut piloter avec une extrême précision tout l'argent de la compagnie, puisque la moindre erreur peut être fatale. Donc à partir de maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez Airbus, Boeing ou aucune de ces deux compagnies, que vous préférez changer de secteur. Je serais curieux d'avoir votre avis si vous préférez Airbus, Boeing, voire même aucune compagnie aérienne, pas dans ce secteur-là parce que ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!